Comment ça se fait que certaines personnes arrivent à se lever le matin, heu, quasiment sans déter ou en tout cas, on a l'impression que c'est des robots et d'autres personnes ont des discours internes de se dire: «Pourquoi est-ce que je me fais ça? Est-ce que ça sert à vraiment quelque chose?» et cetera et cetera. C'est exactement de ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui dans l'épisode du jour. Je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, on a fortement accéléré sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Évidemment, je vous invite à me suivre, pierre.emmanuel.branger. Et forcément, ça a attiré des profils très cool, des personnes très intéressantes avec qui parler, qui ont des bons argumentaires logiques, qui sont soutiennent, qui sont très intéressants, mais pas seulement. Et il y a un truc qui m'énerve en ce moment, c'est ce sentiment de déterminisme et même, je dirais, de fatalité qui tendent, in fine, vers du nihilisme. Comme le disait, Jean-Charles Kurdali que j'ai interviewé il y a à peu près un an, un peu plus d'un an maintenant, même un an et demi, ouais, carrément. On a reçu l'an dernier, c'était un des premiers épisodes de Système. Hem, je suis vraiment beaucoup confronté à ce qu'il appelle des branleurs nihilistes et donc on a 2 narratifs qui reviennent extrêmement souvent. On a le premier narratif qui me fait un peu sourire, qui revient très souvent de la lutte des classes. Tout est comme si on avait des méchants capitalistes privilégiés dont l'objectif c'était de prendre appui sur le peuple d'en bas et le deuxième narratif, c'est celui du branleur nihiliste qui va dire en fait, de toute façon, ça sert à rien de travailler, ça sert à rien de bosser, ça sert à rien de mouiller le maillot, ça sert à rien de remonter les manches parce que de toute façon la planète elle meurt, de toute façon le monde s'écroule, de toute façon il y a rien qui va bien, etc., etc. Enfin aujourd'hui, si je suis très précis avec ma pensée et ce que je veux vous dire, je vais m'adresser à ceux qui sont un peu dans cette situation, mais plus précisément qui d'apparence veulent avoir de la discipline, qui veulent réaliser des trucs, qui veulent réaliser des projets, qui veulent lancer des choses, mais qui le matin n'arrivent pas à se lever, tout simplement. Comment ça se fait que comment ça se fait que certaines parviennent à se lever à l'aube, chaque jour, faire un entraînement intensif, à se surpasser, malgré la fatigue, malgré le manque d'envie de se lever? Quels sont les mécanismes internes, scientifiques, hormonaux, qui vont permettre de tenir alors que la plupart abandonnent? Comment ça se fait que, en termes d'équilibre, vous voyez, ouais, hormonal, je dirais, interne, bah, il y en a qui arrivent à se motiver et d'autres non? C'est quoi la raison derrière tout ça? Si vous avez pris des bonnes résolutions, que vous êtes en train de les lâcher, peut-être que vous avez déjà lâché, cet épisode, il est pour vous, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Et au passage, tous ceux qui se disent: «De toute façon, les bonnes résolutions, ça sert à rien, parce qu'on va les abandonner», et bah, envoyez-les se faire foutre parce que ça suffit de saper, ça suffit de castrer votre envie de vous améliorer, ça suffit tout ça, on en a marre, on en a plein ras la casquette. Donc le tout, c'est de se mettre en mouvement, même si c'est qu'1 jour, ça indique déjà quelque chose, cette envie de se mettre en mouvement. Dans l'épisode de jour, on va donc décortiquer la notion de friction lambique. Ça doit rien vous dire aujourd'hui, mais c'est normal. On va en parler, on va décortiquer tout ça. On va explorer la neuroscience de la volonté. Encore une fois, du point de vue scientifique et rationnel, que vous ayez des outils, du contenu utilisable, pragmatique, palpable, dès demain. Vous le savez, moi, l'objectif, c'est pas de vous motiver. Je pense que c'est votre environnement qui va créer, in fine, une action, ou des envies, des actions, qui va vous forcer, en fait, à vous enfermer au fait de bouger, au fait de faire des choses. C'est pas, je suis pas votre coach en motivation. C'est pas mon rôle, en fait, de vous motiver. Peut-être que ça vous inspire, mais c'est pas là où je suis le plus fort en plus de ça, de vous dire, let's go les gars, on passe à l'action, nanana c'est pas là où je vais être bon et c'est pas ce que j'ai envie de faire avec vous. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous donner les outils, de vous donner les clés de compréhension des mécanismes sous-jacents à la volonté, en fait, à la motivation. On va donc parler de ces 2 choses-là et aussi parler du contrôle top-down, on en reparlera juste après. Et ni plus ni moins, on va découvrir comment bâtir un système de discipline qui va être applicable dans votre quotidien. Si vous voulez comprendre pourquoi et comment certaines personnes réussissent à «forcer» entre guillemets leur motivation et si vous avez l'impression de rien comprendre, c'est normal. C'est exactement pour ça que je suis là. Je vais vous bichonner, vous chouchouter et ça va bien se passer. Mais avant tout, j'espère que vous êtes en forme. Prenez un carnet, des stylos et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et dans les 10 dernières années, j'ai évolué dans des environnements de forte croissance et de haute performance. J'ai appris les méthodes, les process, les habitudes, les routines les plus performants, tant sur le plan du business, du sport, et évidemment sur plein d'autres sujets.
Dans ce système, je vais décortiquer les systèmes des top performers pour comprendre ce qui a fait leur succès et pouvoir les répliquer. On parle donc de psychologie et de performance avec une approche basée sur la science. L'épisode va se diviser en 6 ou 7 parties différentes et vous allez comprendre que la thématique de base, ça va pas être de dire comment est-ce que je peux ajouter des habitudes, comment est-ce que je peux ajouter des choses, mais souvent ça va être d'en retirer. Il y a des concepts qui vont revenir par rapport à certains épisodes précédents, le sujet de la dopamine. Évidemment, je vous renvoie à l'épisode du guide ultime sur la dopamine si jamais vous l'avez pas vu, puisque je pense que j'ai vraiment décortiqué en long, large à travers ce sujet-là. Et c'est un épisode qui a été un des plus appréciés. Il y a aussi le sujet des distractions que j'ai vu il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, sur le démarrage de l'année. Comment est-ce qu'on pouvait, une des étapes clés en fait de la réussite de 2025, c'était simplement d'enlever des distractions. En tout cas, de rendre votre environnement plus stylé que la distraction. Bref, je vous renvoie à l'épisode si ça vous parle pas. Mais le premier concept qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est le sujet de la friction limbique. Et aussi évidemment le concept du contrôle top-down, top du en haut vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en haut, bah, on a notre cerveau, on a notre tête, puis ensuite votre corps qui est plus en bas. Donc, on va commencer par le concept qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est le concept de la friction limbique. Imaginez-vous un matin, on a le réveil qui sonne et vous savez que vous devez aller courir. Moi, ça m'est arrivé des milliers et des milliers de fois. Vous devez, par exemple, vous lever, quelques minutes plus tôt pour bosser sur un projet important, mais qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas la contrainte de vous dire: «OK, je dois être au travail à 9 heures du mat, c'est obligatoire, sinon je me fais taper sur les doigts par mon boss». C'est, un travail que vous devez faire pour vous-même et où vous n'avez pas de contrainte, vraiment obligatoire. Donc imaginez-vous, vous avez du mal à vous lever le matin, c'est compliqué parce que c'est pour vous, en fait, que vous vous levez le matin, hem et vous avez du mal à vous lever autre exemple pour honorer un engagement. Genre, vous avez dit à votre pote, que vous allez aller à la salle avec lui, mais vous avez du mal à respecter cet engagement. Et il y a une force interne, au moment de vous lever, qui vous dit: «Non, t'inquiète, reste au lit, tu fatigué, ça sert à rien, te lève pas. Pourquoi t'embêter? Pourquoi est-ce que tu te fais ça? Là, tu devrais rester au lit parce que tu te sens fatigué et du coup, tu devrais te reposer» et cetera. Et en fait, c'est cet appel du non qui résonne en toi, en vous. Et c'est exactement ça, la friction limbique. C'est cette partie de notre cerveau qu'on appelle le système limbique qui gère les émotions et les pulsions, qui cherche naturellement la gratification immédiate dont on a parlé justement sur l'épisode de la dopamine. Il va chercher le confort et la sécurité. Finalement, il faut vraiment venir à la racine. On n'est pas si différent que ça que nos ancêtres il y a très très longtemps. Et donc en fait, dans cette période-là, donc au paléo, je dirais quelque chose comme ça. En tout cas, il y a très 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 longtemps. En fait, notre intérêt c'était d'éviter de dépenser des ressources donc type calories en fait, pour éviter du mouvement, parce qu'en fait on n'était pas exposé, on n'avait pas encore maîtrisé l'agriculture, donc l'être humain n'était pas certain d'aller, avoir de quoi manger. Et donc en fait naturellement, on tend vers le moins d'efforts possible. On tend vers l'économie le plus possible. C'est pour ça qu'on a un système qui est hyper efficace pour stocker du gras. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est que votre corps va aller chercher naturellement ce qui va lui faire du bien, la gratification immédiate, le confort, la sécurité. C'est pas naturel en fait de se sortir de ce cycle-là, de ces enjeux-là. Et donc en fait, en face, on va avoir ce qu'on appelle, donc ça c'est la première force, donc la friction limbique, et on a une deuxième force qui vient se greffer à ça, qui s'appelle le contrôle top-down. C'est la partie rationnelle du cerveau, c'est ce qu'on appelle, le cortex préfrontal, qui va dire: «Non, j'ai promis d'aller chercher mon ami à l'aéroport, j'ai promis, d'aller rejoindre mon pote à la salle parce que lui, il s'est levé et donc je peux pas le lâcher, donc il faut que je me lève». Ou alors, tout simplement, j'ai décidé d'aller m'entraîner, d'aller courir le matin, donc je vais surmonter ma paresse, je vais surmonter, mon manque d'envie ou l'impression que je suis fatigué parce que mon corps est hyper fort à me truquer, à me faire croire des trucs, et donc je vais surmonter ma paresse et donc y aller. Cette volonté consciente, intentionnelle, comme je le dis souvent dans les épisodes, de passer outre, le sujet de la fatigue, la flemme, la tentation, c'est un mécanisme qu'aujourd'hui qui est clé, qu'on appelle donc le contrôle top-down et certains vont l'appeler, force de la volonté ou encore discipline. C'est exactement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, ce contrôle top-down, c'est un muscle mental qu'on peut entraîner. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est qu'on ne naît pas, fainéant, par exemple, on ne naît pas, nul en maths, comme on l'a déjà vu sur différents épisodes, notamment le livre de Carol Dweck qui est Growth Mindset, que je vous recommande évidemment, explique qu'en fait notre cerveau est plastique et donc qu'il peut évoluer, s'entraîner, progresser. On a tous, un déterminisme, global de base, on part, avec des choses prédéfinies un petit peu et en fait on peut toujours entraîner. Si vous avez été, pas
forcément un esprit mathématique à la base, c'est pas pour autant que vous pouvez pas devenir, excellent en maths. Hem et donc, pour vous donner un exemple un petit peu, je vais essayer de vous saupoudrer, tout ce raisonnement d'exemples au fur et à mesure. Vous avez sans doute entendu parler du grand malade David Goggins, qui est, assez, populaire en ce moment sur les réseaux. C'est un ex-Navy SEAL qui est ultramarathonien, qui s'est lancé des défis de grands, malades et en fait, il répète souvent qu'il déteste courir. Entre parenthèses, il a écrit un livre qui est son autobiographie, qui est une masterclass absolue. Ça s'appelle Can't Hurt Me, on peut pas me blesser. Et c'est une masterclass absolue. Je sais pas quelle est la part de storytelling, donc qui est vrai ou pas, ou la vérité est un peu arrangée, mais si c'est vraiment bel et bien vrai tout ce qu'il explique, c'est vraiment incroyable. Je l'ai écouté en livre audio sur Audible. Je vous le recommande. C'est vraiment hyper inspirant et ça fait pas bullshit, enfin, c'est efficace comme discours et en version audio, il est vraiment très cool. Bref, tout ça pour vous dire que, heu, sur le passé, il avait son père qui lui tapait dessus et cetera. Enfin, il a eu vraiment une vie, très, très chargée, très, très, très compliquée et en fait, il se lance des sortes de défis qui vont contre, ce côté de douleur et plus il embrasse cette douleur, plus, il a envie d'embrasser ce défi-là. Hem et pourquoi en fait, je vous explique ça? C'est qu'en fait, il se répète souvent qu'il déteste courir, mais qu'il va courir quand même tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a développé un mécanisme et qui est vraiment, très explicité dans son interview avec, Andrew Huberman du coup, qui explique qu'il a développé ce contrôle top down, d'une manière extrême et vraiment extrêmement développée du coup, et il sait vraiment surmonter sa friction limbique, systématiquement, de telle sorte que peu importe, le degré de fatigue, d'envie et cetera, enfin il se défecte dessus dans ses épisodes, il a les pieds en sang et cetera. Enfin, dans son livre et c'est vraiment ça va très, très loin dans le seuil de la douleur. Mais en fait, peu importe tous ces éléments-là, il est capable d'arriver au résultat gratifiant sur le long terme. Alors, évidemment, je vous dis pas d'aller là jusque-là, hein, ça c'est pas l'idée de se mutiler, de se auto-fouetter et cetera, de sorte à prendre le contrôle sur son corps. Mais pour autant, je pense que ça vous permet de bien comprendre de quoi retourne ce sujet de friction limbique et surtout de contrôle top-down. Donc, sur cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est 2 choses. Un, il y a la friction limbique qui est pas, une petite chose, c'est-à-dire que c'est des fois quelque chose, d'extrêmement prenant, qui va, par exemple, moi, à chaque fois que je fais, des entraînements un peu trop poussés en crossfit qui font monter le cœur un petit peu trop haut, qui sont vraiment très désagréables, qui donnent un peu envie de vomir ou qui donnent le goût du sang dans la bouche, j'ai toujours du discours interne qui me dit: «Mais pourquoi est-ce que je me fais ça? Mais pourquoi? Pourquoi?» Et le moment où on n'a pas d'objectif, ou pas de coach qui te rend accountable, qui te demande de rendre des comptes, c'est là où ça devient super compliqué. C'est pour ça que je vous recommande à tous d'avoir un coach, que ça soit sur la partie, nutrition, évidemment avec System Diet, mais aussi évidemment sur, la partie, sport. Et ça, on peut le voir avec System Diet si besoin, mais c'est pas le sujet, de ce que je voulais vous dire là, mais c'est que un, on a besoin d'avoir un objectif qui est précis, le système qui permet de servir à cet objectif-là et surtout 3, en fait, avoir quelque chose qui nous oblige à rendre des comptes. Donc l'accountability, c'est un concept qu'on a déjà vu en long et large travers dans ces épisodes, mais qui me semble hyper clé. Donc ça, c'est le premier truc, friction limbique. Et le deuxième sujet, c'est donc le contrôle top-down, c'est la discipline, la force de volonté, c'est un peu tout ça, tout équivalent. Et ça permet d'outrepasser de manière rationnelle les signaux d'agir malgré le fait qu'on n'ait pas envie. Ok, c'est ces deux forces qu'on a en interne. La deuxième partie, c'est la partie d'anticipation de la récompense et de la dopamine. On dit souvent que c'est important d'avoir une carotte pour avancer, donc un objectif, c'est ce que je vous disais juste avant. En neurosciences, la carotte se matérialise par un neurotransmetteur qui est clé, qui s'appelle la dopamine. Alors, je vais pas refaire tout un cours sur la dopamine, on va passer rapidement sur cette partie-là, parce que, encore une fois, j'ai un épisode qui en parle en long, large, travers. Mais la dopamine, vous le savez, c'est une molécule, un neurotransmetteur qui est lié au plaisir anticipé et à la motivation. D'accord. C'est ça qui est hyper important d'avoir en tête, c'est lié à la motivation. Quand on parle de discipline extrême, heu, l cette anticipation de la récompense future, elle est primordiale. Parce que David Goggins, quand on y réfléchit, ou d'autres top performers qu'on a pu, voir, dans le passé, ils arrivent en fait à se dire: «Je sais que cette course va être, horrible, ça va être dur et cetera, mais plus tard, je ressentirai la fierté, la satisfaction, le boost enfin en tout cas plus d'estime de moi, que je serai content du résultat, je serai fier de moi et cetera». Et c'est pour ça que si je refais, des petits parallèles avec, mes épisodes où je parlais de mon marathon, de la course et cetera, il y a quelques temps maintenant, mais quelques mois,
Il y avait toujours ces moments où j'allais courir le matin, sous la pluie, dans le froid, dans le noir et forcément, c'est pas les moments les plus épiques et enfin, c'est les moments les plus épiques, mais pas les plus rigolos. En revanche, c'était dans l'espoir et dans la perspective que, dans le futur, j'allais être capable de courir mon marathon, d'être fier de moi, et cetera. Et en fait, je pense que les top performers que j'ai interviewés dans ce podcast, ils arrivent toujours à se brancher sur cette perspective future, de retarder la gratification, de se dire: «OK, là j'en chie, mais par contre, dans le futur, il va y avoir quelque chose qui va être encore plus intéressant que juste le shot de dopamine que je pourrais avoir maintenant». Hem et donc cette projection dans l'avenir déclenche un peu de dopamine au présent, en disant: «Bientôt je vais avoir ça, bientôt je vais pouvoir me récompenser parce que j'aurai réussi à faire ça» et donc c'est ce qu'on appelle la gratification différée. On résiste à la tentation immédiate, rester au lit, manger du chocolat, pour accéder à un plaisir plus grand plus tard et encore une fois, je vous le redis, j'ai jamais été aussi heureux, de courir de ma vie que quand je passe la ligne d'arrivée des 20 kilomètres de Paris, qui est la première course officielle que j'ai faite de toute ma vie. Où en fait, en passant la course, je pa fais finis dans un état où je me sens hyper bien physiquement, où j'en ai encore plein sous le pied, où j'aurais pu encore accélérer et cetera. Et ça valide en fait mes théories de quelle allure je vais pouvoir tenir sur le marathon et je pleure parce que je suis extrêmement heureux, parce que je me rappelle de mon passé quand j'étais petit et qu'on me disait que j'étais un pingouin parce que je savais pas courir, que j'étais un petit peu dodu et cetera et cetera. Bref, ça remet en perspective tellement de choses dans ma vie que oui, c'était dur d'aller courir le matin quand il pleuvait et cetera, mais en fait, cette ligne d'arrivée-là, elle vaut 1000 fois plus que tout ce que j'ai pu endurer par le passé. Et ça, en fait, c'est, un putain de pouvoir magique quand vous arrivez à le maîtriser. Imaginez-vous, pour faire encore une petite métaphore, vous savez que j'aime bien les images. Imaginez-vous, on a un arc avec une flèche, vous tirez la corde et bah, l'effort, c'est la friction. C'est dur. Aïe, 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 je tire, je tire, je tire, je tire, c'est fort, c'est dur. Au moment où vous allez lâcher la flèche, elle va partir. La flèche qui part, c'est la récompense. Plus vous allez vous entraîner à bien tirer, donc bien bander l'arc, malgré la tension, même si c'est dur, plus vous allez être précis et fort puisque la flèche va partir droit et fort et donc le plus vous allez tirer fort, plus ça va partir fort et donc plus on va être précis. C'est exactement la même chose du coup, je sais pas si la métaphore fonctionne bien, mais c'est exactement ce que je veux vous expliquer. On a des résistances et une fois que c'est parti, c'est la récompense et plus la résistance a été forte, plus l'arrivée va être précis, fort et donc une grande récompense. Donc les points clés sur cette deuxième partie, c'est un, fixez-vous des objectifs qui sont clairs. Exemple en ce moment, pourquoi est-ce que j'ai aucun mal à me lever à 5h30 le matin alors que à Paris ça aurait été mais complètement impossible? Parce que j'ai mon plan clair, parce que j'ai mon coach qui me suit et je m'engage à payer et en plus je kiffe et j'adore en plus le système d'entraînement qu'il me propose. Et troisièmement, parce que j'ai un objectif qui est clair, me qualifier au French Showdown dans, 1 mois maintenant, 4 semaines. Le deuxième sujet, c'est visualiser le plaisir au moment où la friction vous dit d'abandonner. Donc, c'est-à-dire que le matin, imagine, tu pas envie de te lever, c'est dur, et cetera. Ouais, mais en fait, l'entraînement, je vais le kiffer. Ouais, mais mon système en place, je le kiffe. Et en plus, si je loupe ma séance, je pourrais pas la rattraper dans le plus tard. Donc, je me crée un peu une manière de me dire, bah, je suis obligé de le faire. C'est comme si j'allais au taf. J'ai pas envie que mon coach soit déçu, entre guillemets, ou j'ai pas envie de casser le plan qui m'a défini. Donc, je vais le suivre. J'ai pas le choix. Et je peux pas le rattraper plus tard dans la journée. Donc, c'est maintenant que je dois le faire. Et en fait, il faut essayer de se créer des petites victoires où vous allez, vous récompenser. Si, jamais vous avez un énorme objectif qui est à plusieurs mois d'intervalle, il faut se trouver des petites victoires au fur et à mesure pour que vous soyez, récompensé un peu de manière régulière. Chaque victoire va alimenter la réserve de dopamine positive et donc c'est cool. Ça, c'est le deuxième point. La troisième partie, c'est qu'il va falloir construire et préserver la motivation. La motivation, c'est pas un état constant. Vous le savez, des fois vous êtes hyper motivé, des fois vous êtes pas du tout motivé. C'est, une vague en fait. Donc des fois on est dans le haut de la vague, des fois on est dans le creux et des fois c'est compliqué. Ce que j'ai noté dans certains épisodes par le passé, c'est qu'au démarrage d'une nouveauté, bah, on est hyper motivé et à la ligne d'arrivée, on est hyper motivé. Mais entre les 2, c'est hyper compliqué. Notre cerveau, il aime la nouveauté et il va se désensibiliser hyper vite si il reçoit trop d'excitation tout le temps. Je vous donne des exemples d'excès. Si vous passez des heures et des heures sur les réseaux sociaux, on va scroller, on va scroller, on va scroller. Vous allez vous trouver un pic de contenu intéressant, mais à force, bah, ça va plus rien vous faire à un moment donné. Au début, c'est cool, vous passez 10 minutes, un quart d'heure et tout, vous kiffez, nanana. Et passer ce quart d'heure, hop, ça marche plus. Vous avez pas plus de plaisir. Ou un tout petit peu plus, mais vraiment un tout petit peu plus. Et voire même, vous allez culpabiliser. Parce que vous allez dire, ah, je perds mon temps, je perds ma vie, c'est nul, nanana. Et là, encore une fois, des discours interculpabilisateurs.
alors qu'en fait, vous aviez déclenché cette activité pour vous faire du bien à l'origine. Sauf que cette dopamine-là, sur l'instantané, a fait du bien. Et donc, on est un peu prisonnier de ce truc-là. Et encore une fois, les meilleurs ingénieurs du monde sont recrutés dans des entreprises comme Instagram pour déclencher une addiction. Donc, en tout cas, pour vous prendre votre attention. Donc, forcément, vous pouvez pas vous lutter. C'est pour ça que je vous conseille de vous mettre tout un tas de systèmes qui vous permettent de vous préserver ça. Le deuxième point, c'est, deuxième exemple, c'est, ajouter toujours plus de caféine, de musique, de gadgets pour se stimuler tout le temps. Alors attention, je suis un fan de gadgets et cetera. Je trouve que c'est une belle source de motivation. Quand j'ai commencé à courir, je me suis acheté plein de matériel de course, de chaussures, de t-shirts et tout pour se donner envie, de se mettre dans le mouvement, de mettre dans l'action. Mais quand vous vous rendez compte que quand vous buvez beaucoup de caféine, beaucoup de café, vous allez arriver à un moment donné où vous êtes caféiné et en fait, en boire plus, ça va pas vous rendre encore plus, énergique et cetera et cetera. Vous arrivez juste au niveau normal. Le problème, c'est que le jour d'après, quand vous buvez autant de café, c'est une image, c'est un peu exagéré, mais vous allez comprendre. Quand vous buvez autant de café, on n'arrive pas tout à fait, le corps s'accoutume, donc on n'arrive pas tout à fait au même niveau. Donc il faut en boire un petit peu plus et cetera et un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est un peu comme une drogue, en fait. Il faut toujours, se redonner un niveau encore un peu plus pour arriver aux mêmes effets qu'on avait eu par le passé. C'est pour ça que c'est important, quand vous faites des sessions de sport, des fois, de pas, mettre de musique quand vous vous entraînez, et que ça soit un peu chiant. C'est pour ça qu'il y a des sessions de sport qui doivent être juste chiantes. On parle souvent de la zone 2. D'ailleurs, j'ai un épisode qui va sortir bientôt avec Sean du podcast Upside Strengths, qui va être très cool et qui va vous montrer qu'en fait, bah, c'est OK de faire des entraînements qui sont un peu ennuyeux de temps en temps. Et c'est même quasiment nécessaire, en fait. Bref, je pense que vous avez compris l'idée, mais l'idée, c'est de vous dire, c'est OK qu'il y a des moments où ça soit moins stylé, de vous entraîner votre vie de tous les jours. Parce que ça ce qui va vous permettre, dans le futur, de plus kiffer. Pour garder une motivation saine, il faut éviter l'empilement continu de dopamine. Parfois, va falloir faire donc un entraînement sans musique, sans café, pour pas, dépendre, de cette surstimulation, de cette surenvie d'avoir, tout le temps de la surstimulation de la dopamine. Quelques astuces là-dessus. Des fois, il va falloir célébrer votre progrès. Vous avez fait une super séance de fractionné. Bam, petite récompense. Vous allez prendre une chocolatine, parce que les poires au chocolat, ça n'existe pas. Parfois, vous n'allez pas justement prendre de récompense. Vous avez fait une super session, vous êtes fier de vous, c'est cool, mais c'est normal en fait. C'est un peu comme au casino, il faut qu'il y ait une récompense qui soit aléatoire. Là-dessus, j'en ai parlé dans l'épisode sur la dopamine. Encore une fois, je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez creuser sur ce concept-là. Il y a des moments, où vous allez devoir vous récompenser et d'autres non et ce côté aléatoire, c'est ce qui va, vous pouvez même lancer un dé d'ailleurs, hein, c'est ce que je disais dans l'épisode. Hem, c'est ce côté aléatoire qui va vous permettre de garder ce côté, nouveauté et de se garder captivé, en fait. Vous avez votre règle du jeu, vous lancez le dé, si vous réussissez, oui, si vous faites un mauvais lancer de dé, bah, on n'est pas récompensé, il faut être hyper discipliné sur le respect de cette règle-là. Ça, c'est la partie numéro 3. La partie 4, c'est le sujet de la frisson amylique et des choix dégoûteux. On a parlé de David Goggins, mais c'est un peu en fait comme tous les athlètes de haut niveau, en tout cas la plupart. Quand on regarde des athlètes, notamment de CrossFit, comme Jeff Adler, qui arrive à se pousser et pour le fréquenter du coup dans sa salle de sport, puisque c'est là-bas où je m'entraîne. Bah, en fait, on voit que c'est une personne qui arrive à se pousser sur chacun des entraînements. Donc, il a un rythme d'entraînement de lundi, mardi, mercredi et jeudi, il se repose. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que en période de compétition, le lundi, mardi, mercredi, il se pousse à chaque fois sur les WOD à fond, dans le sens où le jeudi, il est ravagé et le mercredi, l'objectif, c'est simplement d'être aussi performant que le mardi et le lundi, parce qu'en fait, il a déjà la fatigue qui est accumulée des 2 premiers jours d'entraînement. Hem et donc tous ces athlètes ont un même point commun, c'est ils savent que leur corps et l'esprit vont refuser l'effort qui est demandé. Notamment dans des sports de haut niveau comme le triathlon, des sports extrêmement exigeants pardon, comme le triathlon, comme, le crossfit qui sont, enfin vraiment contre nature en termes d'effort. Hem, autant courir, des très, très, très longues distances, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais un peu plus naturel pour le corps humain. Autant en faire de la haute intensité, c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout naturel et c'est vraiment quasiment l'inverse d'un effort naturel pour le corps. Et donc ces personnes-là, ils ont intégré le fait qu'ils connaissent cette friction, ils ont accepté qu'il y aurait cette friction et que dans tous les cas, ils vont quand même le faire. OK, je sais que mon cerveau, il va tout faire pour me dire d'arrêter. Il va me faire poser plein de questions. Il va me dire: «Mais pourquoi est-ce que je me fais ça? Mais allez, ralentis, ça va être OK, machin, et cetera». Mais je vais rester sur cette trajectoire de: je tiens ma discipline, je continue et c'est OK. C'est parfois aller à contre-courant de nos instincts primaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur le plan de l'évolution, c'est plus simple d'aller chercher de la gratification immédiate.
Pourtant, si on réfléchit et qu'on dézoome un petit peu, l'humanité a progressé parce que certaines personnes ont osé aller plus loin, ont pas osé, sortir de la grotte, ont osé voyager, ont osé, innover et donc ça montre que c'est possible et que si certains humains sont capables de le faire, il y a aucune raison que vous et moi, on puisse, pas le faire. Il y a quelques petits astuces que j'arrive à faire, en tout cas qui marchent, qui fonctionnent pour moi et que je peux vous conseiller. Il y en a 2 principalement. C'est un, vous pouvez donner un nom à la voix intérieure. Moi, je l'appelle Dark PE. Ça va vous aider à prendre, de la distance, dézoomer un petit peu sur ce truc-là, le rendre neutre, le rendre plus objectif et surtout à le détecter plus rapidement. Et deuxièmement, visualiser la victoire finale. Visualisez, vous en train de réussir votre objectif. Hem Et plus vous allez vous répéter ce scénario de la récompense future, plus votre cerveau va être OK pour vous suivre. Exemple, très pragmatique parce que c'est important pour moi que vous ayez des outils que vous allez pouvoir utiliser dès demain. Quand je m'entraîne, j'ai un brassard, qui est des French Throwdown d'il y a 2 ans, 2023. Et ben, en fait, le fait de pendant les WOD de l'avoir et de le regarder, je me dis: «OK, je vais faire une rep de plus. OK, je vais faire un pas de plus. OK, je vais faire un truc» et sans se concentrer sur la réalisation finale de est-ce que ou pas je vais être qualifié parce que ça, en fait, j'ai aucun contrôle sur ce truc-là. Je sais pas, il y a peut-être des gens juste qui vont être meilleurs que moi et c'est OK. C'est pas moi qui contrôle le fait qu'ils soient meilleurs que moi. Par contre, moi, ce que je contrôle, c'est la prochaine rep. C'est l'énergie, l'intentionnalité que je vais mettre dans mon entraînement, dans ma vie de tous les jours, dans les process que je vais créer dans la boîte dans laquelle je travaille, et cetera, et cetera. Et ça, je le contrôle. La partie 5, on va faire un petit, crochet rapide sur les effets du sommeil et les effets du repos. Parce que le sommeil, j'ai fait un post d'ailleurs cette semaine, je vous invite à aller le liker et le partager parce que c'est un post qui a un carrousel qui est le guide ultime du sommeil et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai, posté dans mon, canal Instagram personnel, des propositions de différents livres, enfin e-books gratuits que je vais pouvoir faire dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai fait voter si est-ce que c'est le guide du sommeil, que je dois faire ou, les 50 lectures, les 50 lectures qu'il faut avoir lues avant de mourir. Vous avez voté, a priori, enfin la communauté a le voté, a priori c'est plutôt le guide du sommeil. Donc voilà, si ça vous intéresse, rejoignez la communauté, parce que je fais voter quand même quelques trucs de temps en temps. J'essaye d'être de plus en plus proactif sur ce canal-là, parce que je trouve que c'est cool d'avoir une relation un peu plus intime avec vous. Et en fait, vous pouvez répondre dans ce truc-là, et donc ça me permet de vous parler, en fait, tout simplement. Pareil, si vous écoutez ces podcasts sur Spotify, bah, évidemment, mettez quelques étoiles, peu importe la plateforme, mais surtout, à partir de maintenant, sur Spotify, vous avez la possibilité de mettre des commentaires sur les épisodes. Ça, c'est hyper cool parce que, avant, je pouvais pas répondre et maintenant je peux répondre, je peux vous parler et ça me donne énormément, à la fois d'énergie évidemment, mais surtout beaucoup de feedback et de sentiments sur ce que vous ressentez, ce que vous avez kiffé ou pas sur l'épisode. Donc voilà, c'était le petit crochet sur ça, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que un, la semaine dernière, donc lundi dernier, j'ai sorti ou mardi, j'ai sorti, le guide ultime du sommeil en carrousel. C'est un nouveau format que je vais faire une fois toutes les 2 semaines. Ça me demande du taf et j'ai besoin de vous pour m'aider à le partager parce que je pense que c'est vraiment un format qui peut aider beaucoup de personnes. Il y a tout sur le sommeil et je vais faire un contenu type librement encore plus détaillé si ça vous intéresse, qui est évidemment gratuit parce que, bah, tout ce que je fais là, c'est gratuit. La seule manière que vous pouvez pour me supporter, en tout cas pour m'aider, ce que vous pouvez faire, c'est, vous faire accompagner en diète, par exemple, sur la partie système diète. Donc le sommeil, en fait, il est indissociable de la discipline. Sans un bon sommeil, c'est vraiment le boss final du game. Sans un bon sommeil, votre volonté va fondre comme neige au soleil. Et d'ailleurs, quand vous êtes à la fin de la journée, que vous êtes fatigué, c'est le moment où vous avez des pensées noires, en plus peut-être moins le moral, et cetera. Et bah, c'est normal, c'est la fin de la journée et c'est parce que vous avez un manque de sommeil plus prononcé. C'est le boss final de tout, le sommeil. S'il y a un truc que vous devez prioriser dans votre vie, c'est le sommeil. C'est pour ça que je pense que je vais refaire dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, un autre nouvel épisode sur le sommeil où je vais faire peut-être une petite update. Alors, je pense que c'est vraiment un truc qui est tellement sous-estimé, qui est vu comme un luxe en fait, qui est vu comme quelque chose de bonus en fait, alors que ça devrait être juste obligatoire d'avoir un bon sommeil. Quitte à ce que les employés viennent plus tard au bureau, parce qu'en fait, s'ils ont moins de 7 heures de sommeil, ils seront 1000 fois moins productifs. Donc factuellement, c'est hyper important que vous arriviez à préserver au moins vos minimum du minimum du minimum 7 heures de sommeil endormi. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre lit, il faut passer plus de 7 heures dans votre lit parce que vous n'allez pas vous endormir direct. C'est le sommeil qui a votre capacité principale pour résister à la friction limbique. Pourquoi? Parce que votre manque de sommeil va fragiliser le contrôle top-down. C'est comme si vous étiez en train de rouler dans votre voiture et que vous aviez tiré le frein à main en même temps.
et que, vous rouliez avec le frein à main. Hop, 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 je vous arrête une seconde. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Bah, laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Pourquoi aussi le sommeil? C'est parce qu'en fait, vous allez sécréter moins bien de la dopamine, qui va moins bien donc gérer le stress, et cetera, et ça va faire une réaction en chaîne et bah, typiquement, quand vous avez moins bien dormi, vous résistez moins bien au fait de manger, pas très bien, et cetera, et cetera. Bah, bref, vous avez, en fait, une ribambelle d'effets qui est hyper, hyper néfaste si vous n'avez pas votre sommeil qui est optimisé. Et encore une fois, si ça vous intéresse de creuser le sujet, je vous renvoie au livre de Matthew Walker, sur, c'est «Pourquoi nous dormons», qui est, enfin, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu et qui est vraiment une giga masterclass qui est, monstrueuse. Donc les routines juste en deux, il y en a 3 vraiment qui sont hyper importantes, pour vous, que je vous recommande sur le sommeil. Un, c'est vous exposer à la lumière naturelle dès le matin, sans lunettes de soleil si possible. Attention, hein, ne mettez pas de essayez d'en mettre le moins possible des lunettes de soleil, vraiment quand le soleil est gênant. Sinon ça vous défonce votre horloge interne. Ça vous permettra de mieux calibrer votre horloge interne avec, du cortisol plus la mélatonine, OK? Je rentre pas dans le détail parce que j'en ai déjà parlé, je pense qu'on va faire un épisode vraiment sur la lumière en tant que telle. Le deuxième point, c'est limiter la lumière artificielle le soir. Tout ce qui est écran, tout ce qui est plafonnier trop puissant, la lumière blanche d'hôpital, ça on évite à tout prix. Si possible, utiliser des bougies par exemple pour vous éclairer, c'est OK, hein. C'est beaucoup mieux en termes de fréquence, de lumière. Ça va comme ça éviter de perturber votre sécrétion de mélatonine. Si vous ne pouvez pas, prenez-vous des lunettes anti-lumière bleue. Attention, les lunettes anti-lumière bleue que vous allez prendre chez les opticiens, elles sont nulles. Donc prenez des bonnes marques de lunettes anti-lumière bleue. Il y a Louis Kedoshim qui en propose des excellentes, sur la partie Europe. Sinon, il y a, Roca, la marque, qui est en partenariat, je pense, ou en tout cas associée avec, Andrew Berman, qui me semble être pas mal. Bref, regardez de ce côté-là et c'est important. C'est le sujet de la lumière, moralement, notamment dans cette saison-là, est capital et fondamental. Il faut absolument prendre le plus possible de lumière naturelle dans les yeux et délaisser la lumière artificielle le plus possible. C'est capital. Et 3e habitude, c'est d'éviter la caféine de 8 à 10 heures avant le coucher. Donc grosso modo, dès qu'on dépasse midi 13 heures, hop, c'est terminé, on n'a plus de caféine. Parce que la vie de la caféine est hyper longue dans l'organisme, donc ça reste très, très longtemps. Votre sommeil, c'est un peu la base de recharge de votre volonté. C'est comme, si vous avez pas de sommeil, c'est comme si, vous aviez une batterie, mais que vous la rechargiez jamais. Sans batterie, aucune application va tourner, correctement. Si vous rechargez pas votre téléphone, bah, forcément, ça marchera pas, quoi. On est sur la 6e partie, du coup, le rôle de la caféine dans la discipline. Il y a plein d'outils que vous allez pouvoir, utiliser pour renforcer le sujet, de la discipline. Par exemple, la nicotine est un très bon exemple, mais aussi la caféine. Sur la partie nicotine, je vous laisserai creuser de votre côté, mais c'est un super, super, bel outil pour, être très concentré. Alors ça veut pas dire qu'il faut fumer, attention, hein, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, là, on va parler de la caféine. La caféine est un outil hyper important, de la discipline pour beaucoup de gens. Mais attention, c'est un faux ami si on l'utilise mal. On a 90 des adultes dans le monde qui boivent du café ou du thé le matin au quotidien. La caféine bloque les récepteurs d'adénosine, donc l'adénosine qui est la molécule de la fatigue. Mais une fois que la caféine va se détacher des récepteurs d'adénosine, la fatigue va tomber en chute libre. Donc vous pouvez avoir un crash après avoir ingurgité votre caféine. Il y en a qui vont vous dire, qu'il faut attendre 90 minutes après le réveil pour prendre votre première tasse de café. J'ai l'impression que c'est un petit peu, démenti ce truc-là, donc voilà. Si, vous n'avez pas remarqué que vous avez un crash en début d'après-midi, continuez à boire votre café le matin. Si vous pouvez délayer votre première tasse de café, c'est OK. Moi personnellement, je le prends dès le matin, je ressens pas de crash en particulier, ne serait-ce enfin, si ce n'est le fait que je me lève très tôt le matin, donc forcément début d'après-midi, bah, j'ai déjà, quasiment une journée qui est passée, donc voilà. Ensuite, c'est hyper important de ne pas dépasser le milieu de la journée pour votre dernière tasse
de café, sinon votre sommeil va en pâtir, même si vous n'avez pas l'impression que ça en pâtit. Même si vous avez l'impression que vous dormez super rapidement, etc., votre sommeil, paradoxal notamment, est très impacté par la caféine, et peu importe votre sensation. Troisième point, si vous voulez un vrai effet booster, faites parfois des pauses de caféine pendant 9 jours. En tout cas, minimum 2 à 4 jours, mais l'idéal étant le 9 jours pour réinitialiser votre tolérance à la caféine. Ça met pas du tout longtemps de réinitialiser la tolérance à la caféine, c'est 9 jours, c'est pas beaucoup 9 jours. Donc pendant 9 jours, vous prenez du déca, vous prenez un autre truc, pas du thé parce qu'en fait, c'est la même molécule, hein, qui est dans le thé ou dans le café. Thé vert, c'est OK, mais les thés noirs, c'est pas OK. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est très facile de réinitialiser votre tolérance à la caféine, donc prenez ces 2 à 4 jours minimum. Ça sera pas tout à fait réinitialisé, mais c'est déjà OK, et dans l'idéal, 9 jours. Et je vous pose la question, c'est quand la dernière fois que vous avez pas pris de café pendant 9 jours? Si c'est long et que vous n'arrivez pas à vous en rappeler, ça vaut le coup de faire un petit reset. La discipline extrême, elle va pas concerner que le sport. Elle va concerner aussi l'apprentissage, la concentration, la productivité. On va avoir 2 phases majeures. On va avoir l'effort de focus, où on va mobiliser l'acétylcholine, la dopamine et la noradrénaline pour étiqueter des circuits neuronaux. Là-dessus, encore une fois, j'avais fait une métaphore d'une flèche, de la pointe de la flèche et de la largeur de la pointe de la flèche, et donc je sais pas comment on appelle ça, de la baguette de la flèche, sur l'épisode du focus que j'ai ressorti pendant les vacances là, au mois de décembre. Donc il est tout frais. Refaites-vous cet épisode-là parce que je pense qu'il est technique, et je vais pas revenir dans le détail dans cet épisode-là, mais il est important à comprendre pour que vous compreniez les mécanismes sous-jacents au sujet de la concentration et du focus, même quand vous êtes exposé au AHDH par exemple, que vous êtes hyperactif par exemple. Le deuxième point, c'est j'ai parlé juste avant du sujet de l'apprentissage. D'accord? Et donc en fait, cet apprentissage va être déclenché dans une phase de consolidation. Cette phase de consolidation, elle va survenir quand, il va y avoir du sommeil, ou donc par exemple une sieste. Ça va permettre de rejouer nos circuits à une vitesse rapide et donc de cimenter l'apprentissage. Imaginez, vous allez, je sais pas si vous l'avez eu aussi, moi mon père quand, je devais apprendre des poésies quand j'étais à l'école, il me disait, mon père il faisait du théâtre, de la chanson, et en fait il me disait: «Quand, tu as besoin d'apprendre un truc, tu le répètes le soir avant de te coucher et tu dors, et le lendemain matin tu le sauras». Alors je pense que ça fait travailler la mémoire et cetera, mais c'est surtout qu'en fait, c'est le sommeil qui permet d'ancrer les apprentissages, à la fois en termes de fonction motrice et à la fois en termes de mémoire. Ça veut dire que tant que vous dormez pas, les apprentissages de votre journée, votre corps ne les a pas intégrés. C'est pour ça que c'est intéressant, par exemple, de faire des siestes, de faire des micro-siestes. Vous pouvez aussi faire du NSDR, du coup, du yoga nidra. Et là-dessus, vous avez des super playlists sur Spotify. Je vous recommande de le faire. Moi, je le fais assez régulièrement aussi, peut-être 3 fois par semaine, quelque chose comme ça, 2-3 fois par semaine minimum. Quand notamment vous avez besoin de réattaquer sur une grosse après-midi où vous êtes un peu fatigué après manger, vous prenez un peu de café et ensuite vous faites votre petite sieste, parce que le café va mettre 30 minutes à kick en termes d'effet, donc en fait on est pile poil bien. Et donc ça va permettre d'ancrer encore une fois les apprentissages que vous allez faire. Et donc si vous arrivez à faire des siestes, ou si vous arrivez à bien dormir le soir, les progrès vont être évidemment exponentiels, en tout cas multipliés, et parce que ça va solidifier les connexions que vous avez créées dans votre journée. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une astuce que je peux vous partager, on appelle ça le gap learning. Le gap learning, c'est par exemple pendant une session de travail de 60 minutes, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, exemple. Et ben en fait, il y a des moments où vous allez faire des pauses de 10 secondes de manière aléatoire. Donc vous vous posez, vous dites rien, vous attendez pendant 10 secondes, et ça va permettre de laisser, entre guillemets, reposer le cerveau. Et du coup, les études assez récentes montrent que ça accélère l'intégration de l'information quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Donc sur une session de 60 minutes, vous faites des pauses aléatoires, 10 secondes, bam, et comme ça vous intégrez mieux le truc. Encore une fois, c'est quand le cerveau se repose que vous allez mieux intégrer les choses. On passe donc à la partie 8. Partie 8, c'est alterner entre l'engagement et le relâchement. On fantasme parfois sur le travail non-stop ou le grind perpétuel, le hustle culture, le go, 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 etc. En réalité, la performance, en tout cas la haute performance, comme j'aime souvent l'appeler, elle va venir souvent de notre capacité à alterner des phases très intensives, où on a une organisation militaire, etc., etc., hyper intense. On va vraiment faire un gros volume de travail, bosser énormément, et des phases de décompression. On va work hard, play hard. On va bosser énormément,
relaxer énormément. J'en ai parlé dans l'épisode sur justement la concentration. On va bloquer des sessions de 60 à 90 minutes de travail intensif, de deep work ou d'entraînement par exemple, hein, ça va aussi pour l'entraînement en sport, où on va être extrêmement concentré, extrêmement intentionnel, où il y aura vraiment rien qui va venir nous perturber en termes de notifications, d'appels, de disruption de votre attention. On est extrêmement concentré et où en fait, limite vous avez un casque anti-bruit sur les oreilles, vous fermez les rideaux en face de vous, et il se passe rien, d'accord? Vous êtes extrêmement concentré. Et on va enchaîner des phases de déconcentration qui sont essentielles à votre réussite, de 5 à 15 minutes, en faisant vraiment des grosses pauses profondes. Et là, c'est pas prendre votre téléphone dans la main, c'est aller marcher, faire des respirations, ne pas regarder les écrans, vraiment déconnecter complètement. Et c'est l'alternance en fait entre travail extrêmement intense, extrêmement dédié, extrêmement concentré, et ces moments de déconcentration qui vont être le plus productifs en termes d'apprentissage et de création de discipline. Mais si vous faites que l'un ou l'autre, exemple, avez envie d'enchaîner des blocs de 90 minutes de travail intensif, à la suite, sans déconcentration, ça ne va pas marcher. Ces blocs de travail hyper intenses, vous allez pouvoir en faire 2 à 3 maximum par jour, pas plus. Ce système-là, il va permettre de préserver votre niveau d'énergie tout en réduisant le stress chronique, ce qui va permettre, du coup, un meilleur apprentissage, une meilleure intégration et du coup de avancer plus rapidement et plus efficacement sur vos objectifs. Les meilleurs sportifs, les plus grands musiciens, les plus grands artistes de haut niveau, les plus grands, même penseurs, savent gérer cette alternance entre effort extrêmement important et déconcentration hyper importante. Et d'ailleurs, je pense que ça vous est tous déjà arrivé d'avoir des excellentes idées quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes sous la douche ou quand vous êtes en train de bosser sur des éléments, que vous n'avez pas du tout anticipés, en tout cas qui n'ont a priori rien à voir avec votre travail. C'est ce moment-là où il y a des trucs qui surgissent, vous avez des idées qui viennent, c'est exactement pour ça. La partie 9, ça va reboucler avec l'épisode d'il y a 2 semaines, c'est le sujet de la distraction des réseaux sociaux, et de l'autocontrôle. Pour maintenir une discipline extrême, il va falloir maîtriser les distractions. Maintenant, si vous avez écouté l'épisode d'il y a quelques semaines, vous savez en fait qu'il ne suffit pas de forcer, mettre un effort intentionnel pour maîtriser les distractions. Le sujet en fait, c'est de rendre votre environnement plus stylé que les distractions elles-mêmes. Si votre environnement, vous fermez les rideaux, vous avez votre casque sur les oreilles et cetera, vous le rendez chiant, qu'il y a personne que vous pouvez regarder par la fenêtre, qu'il y a pas de voiture qui passe et que vous avez pas de musique, enfin bref, que tout est, ennuyeux, a priori, le fait de bosser, ça va être le truc le plus rigolo que vous allez pouvoir faire et donc c'est exactement ce que vous allez mettre en place. Vous allez pouvoir maîtriser vos distractions comme ça. Aujourd'hui, vos principales ennemis, ça va être ce qu'il va y avoir dans votre poche, votre smartphone et notamment les réseaux sociaux, encore une fois parce que les meilleurs ingénieurs du monde sont engagés précisément pour vous, déconcentrer, précisément pour vous, accaparer votre attention. Le cerveau en plus, est hyper câblé pour ça. Il va chercher des pics de nouveautés tout le temps. Il va vouloir faire défiler des vidéos, des photos, et cetera. Et à force de scroller, on va se désensibiliser et on va tomber dans la compulsion. C'est-à-dire qu'on va consommer du contenu, on va consommer des choses sans même nous en rendre compte. C'est exactement comme avec de la junk food. On va commencer à prendre un peu de McDo, nanana, et en fait, on se rend compte que plus on en mange et plus on va en manger de manière inintentionnelle. Et c'est là tout le problème. Évidemment, vous pouvez manger du McDo dans une diète équilibrée, mais en fait, c'est à partir du moment où vous en consommez trop que ça devient, plus maîtrisé, plus toléré, plus intentionnel. Donc les conseils rapidement, peut-être réécoutez-vous déjà l'épisode d'il y a quelques semaines et surtout, fixez-vous une fenêtre d'horaire précise où vous allez pouvoir consulter les réseaux sociaux. J'utilise par exemple de mon côté Opal que je vais régler où en fait entre, 17h et 21h, je peux consulter de manière, libre mes réseaux sociaux et à partir de 21h jusqu'à 17h le lendemain, en fait, c'est bloqué et je peux pas y aller. Peu importe si j'ai envie ou pas. Et ça, je pense que ces outils-là, ils sont essentiels aujourd'hui pour que, même si j'ai envie de débloquer Opal, ça devienne intentionnel parce que j'ai un petit peu de temps à attendre de 15 secondes où je me dis: «OK, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Oui, OK, donc si j'ai vraiment envie d'y aller, c'est que c'est intentionnel et donc dans ce cas-là, je peux consommer». Évidemment, deuxième point hyper important, évitez de regarder votre téléphone dès le réveil. Idéalement, attendez, minimum 30 à 60 minutes. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de sensations, vous allez pouvoir le traquer, de votre côté, via un petit journal par exemple. Quand vous commencez une journée en regardant votre, téléphone, il y a une corrélation à votre niveau de bonheur sur le reste de la journée qui est totalement liée.
au fait d'avoir consommé dès le début. Si vous commencez votre journée en étant hyper stimulé en termes de dopamine et d'attention sur les réseaux sociaux, tout ce qui va venir par la suite de votre journée va être moins bien que ça. Donc évitez absolument les réseaux sociaux et surtout le téléphone dès le réveil. Le troisième point, c'est que si vous remarquez que vous scrollez sans but, faites un break de quelques heures, et éventuellement de quelques jours si vous pouvez. Si votre discipline, imaginez que c'est un réservoir d'eau, chaque distraction fait un petit trou dans le réservoir. Et donc, à un moment donné, il y aura plus d'eau. Et donc, il y aura plus d'eau, notamment quand vous en aurez besoin. Si imaginez que vous avez envie de boire, il y a plus d'eau, c'est chiant. Ce que je veux vous dire par là donc, c'est qu'il faut que vous consommiez, c'est OK de consommer les réseaux sociaux, c'est OK de manger du McDo, mais que ça soit vraiment un choix conscient et intentionnel. À partir de ce moment-là, fine, c'est cool. On arrive à la fin de cet épisode, mes petites beautés. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de donner de l'énergie dans cet épisode, que ça vous a appris des choses. Je pense qu'il y avait des concepts que vous avez du coup, qui sont nouveaux en tout cas pour vous, j'espère en tout cas. Moi, il y a eu des trucs que j'ai appris dans cet épisode en le préparant, donc je suis hyper content. Moi, j'ai appris des nouvelles choses et c'est cool de voir qu'en fait, chacun des épisodes est en fait lié à d'autres épisodes aujourd'hui et qu'en fait, on commence à avoir une masse d'épisodes qui est assez critique et assez intéressante, qui me permet en fait de vous dire, ok, allez écoutez ce truc-là, écoutez ce truc-là, telle métaphore est utilisée dans tel épisode et tout. Et ça, je trouve ça hyper magique et trop bien. Parce que quand je vous parle de la métaphore de la flèche, pour ceux qui ont écouté l'épisode il y a quelques semaines, du coup, sur le sujet du focus, ça doit vous parler. Et donc, ça, c'est trop bien. Aujourd'hui, on a exploré le sujet de la friction lamique, on a exploré le sujet de la neuroscience de la discipline et de la gestion de la dopamine. On a parlé de l'importance du sommeil, on a parlé de l'importance de la pause dans vos concentrations et de comment est-ce qu'on pouvait consolider un effort. Il y a 5 points que vous allez pouvoir retenir. 1, il va falloir accepter qu'il y aura toujours cette voie de la facilité. C'est OK et c'est comme ça que les plus grands sportifs de haut niveau, les plus grands entrepreneurs fonctionnent. Ils savent qu'il va avoir le monologue intérieur qui va dire: «OK, ça sert à rien, blablabla» et cetera. Le deuxième point, et c'est OK, c'est pas grave, ça sera toujours là et il va falloir faire avec. Le deuxième point, c'est entraînez-vous à prendre le contrôle sur, justement le contrôle top down, ce que je vous disais tout à l'heure. En mobilisant votre cerveau rationnel qui prend le dessus sur votre, cerveau limbique, donc émotionnel. En vous rappelant notamment de la récompense future que vous allez pouvoir déclencher. Le troisième point, gérez vos apports dopaminergiques, et la caféine, les réseaux sociaux, la musique, et cetera, pour ne pas, empiler tous ces trucs-là qui sont générateurs de dopamine et vous désensibiliser. Et à partir du moment où vous sentez que vous êtes désensibilisé, hop, attention, on fait un petit reset. Quatrième point, c'est dormez. Dormez, 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 dormez. Récupérez. Utilisez les micro-pauses et la sieste pour optimiser vos apprentissages. Hyper important. Et 5, alternez des phases d'action intense, de concentration intense. Et quand je dis intense, c'est intense. Quand je suis à la salle de sport, que je me concentre sur ma série, je suis hyper concentré. Et de relâchement au cours d'une même journée, parce que le relâchement est tout aussi important que la phase de concentration intense, comme on l'a déjà vu. Quand on voit des sportifs de haut niveau comme un David Goggins, on se rend compte que on voit des gens qui ont développé un véritable système pour pour créer et maintenir leur discipline. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des êtres humains comme vous et moi, et donc que c'est réplicable. Chacun peut construire des routines, chacun peut adopter ses principes, tester, ajuster, progresser. Mes petites beautés, je suis hyper heureux de vous avoir fait cet épisode. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Merci d'avoir suivi cet épisode de Système qui était consacré du coup à la science de la discipline extrême. J'espère que vous repartez avec des pistes concrètes, utilisables, un système réplicable. C'est un peu le pari de l'épisode et le pari de Système pour booster votre volonté, mieux gérer votre énergie et comprendre en fait, surtout c'est ça qui est important, je pense, comprendre comment vous fonctionnez, votre monologue intègre, votre fonctionnement interne et votre attention. Je vous invite évidemment, si ça vous a apporté de la valeur, à partager l'épisode autour de vous. C'est le premier canal de découverte de Système et donc du podcast. 50% de découvrabilité par la recommandation des uns et des autres. Donc s'il y a un de vos potes autour de vous qui manque de discipline, qui est pas au meilleur niveau et vous pensez qu'il peut passer à la marche supérieure, qui a du potentiel, partagez-lui cet épisode, partagez-lui parce que c'est comme ça en fait que vous allez faire avancer vos potes. Et si vous faites avancer vos potes, indirectement, vous aussi, vous allez pouvoir avancer. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on sait qu'on est toujours tous drivés par la motivation individuelle et interne. Et c'est OK. Si je fais système et ce podcast, c'est parce que je suis profondément convaincu que chaque individu peut se transformer
en top performer, quel que soit son domaine d'activité, quel que soit son propre domaine à lui-même, avec les bons systèmes. Donc continuez à explorer, continuez à tester, continuez à surtout passer à l'action et à appliquer les systèmes qu'on peut explorer de semaine en semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, c'est pour un nouvel épisode de Système. La semaine prochaine, ce sera un interview que vous allez probablement énormément kiffer. Et encore une fois, rappelez-vous que la friction limbique est hyper puissante, mais que votre détermination, votre envie, votre dalle, votre niaque, votre passion, elle l'est encore plus. Et que si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, c'est probablement que vous avez déjà le potentiel d'être un top performer. Je vous embrasse. Passez une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était PE. Ciao.